Laissez-moi débuter en vous racontant une petite anecdote personnelle. Lorsque l'icône de la pop Michael Jackson est morte, je me souviens qu'il était très tard. Je rentrais en taxi et c'est mon chauffeur qui m'annonça la triste nouvelle. Nous avions ensuite échangé pendant le trajet comme si nous étions soudain devenus des proches, unis par le même deuil. Il allait de soi que nous pensions tacitement partager le même chagrin et que l'expression d'un sentiment dissonant aurait été du plus mauvais effet. Le lendemain, relatant cet épisode à des amis, chacun d'entre eux y alla de son histoire sur les circonstances, le où et le quand dans lesquels il avait appris pour Michael Jackson. Le 26 juin 2009, en concluai-je, il était impossible de ne pas savoir. Il n'y a là rien de vraiment très étonnant dans un temps où nous sommes tous constamment interconnectés. Mais au-delà de cette faculté immense d'immixtion des médias et des réseaux sociaux dans nos vies, ce que je jugeais intriguant et même inquiétant, c'était ce tsunami émotionnel qui submergeait le monde avec la tenue de flash mobs organisés en hommage au roi de la pop sur la musique de Thriller et se répondant dans une chaîne conversationnelle qui allait de Tokyo à Londres en passant par Mexico, Rio, Delhi ou Madrid. Dans la société du spectacle, ce ne sont pas seulement des faits bruts qui se diffusent et se répandent à travers les canaux des médias, ce sont également des émotions qui se propagent instantanément, provoquant une synchronisation et une uniformisation émotionnelle à l'échelle du monde. Nos émotions sont terriblement contagieuses, comme on peut le constater d'ailleurs avec la crise actuelle du coronavirus Covid-19, apparu à Wuhan, où la peur du virus circule plus rapidement que le virus, créant une psychose et une hystérie collective au sein de la communauté internationale. Nous partageons nos émotions, nous exprimons nos indignations. Et allons plus loin, nous sommes d'une certaine façon sommés de nous conformer, d'être intérieurement en phase avec l'émotion dominante qui s'est imposée dans l'espace public. Colère ou tristesse devant un attentat meurtrier à Bagdad ou à Paris, dégoût face aux actes de Weinstein, c'est la nouvelle forme prise par la société de contrôle où chacun vérifie que l'autre a la réaction émotionnelle adaptée. Loin d'être politiquement neutre et inoffensive, nos émotions seraient une arme d'influence massive. Aussi, voire plus efficace que la répression, le contrôle, comme l'ont très bien compris d'ailleurs les propagandistes jouant sur le registre de nos émotions pour mobiliser les foules. Si dans la société totalitaire imaginée par George Orwell en 1984, les citoyens étaient condamnés à penser la même chose par l'invention d'une nouvelle langue, la novlangue, nos démocraties ne doivent-elles pas faire face à un danger aussi grand avec le risque d'appauvrissement du registre émotionnel de Big Brother, imaginé par George Orwell, au Big Mother, où l'ère du repli sur soi, sur la chaleur du cocon, nous aurions basculé ainsi, comme le suggérait le sociologue et urbaniste Paul Virilio, d'une démocratie d'opinion, où chacun d'entre nous était idéalement invité à prendre part à la discussion, à la délibération politique, en se fondant sur la raison, la démonstration argumentée. Nous serions passés donc de cette démocratie d'opinion à une démocratie émotionnelle. Dans cette démocratie dégradée, des moi émotionnels, narcissiquement fragilisés, cherchent à se fondre dans un grand tout, un grand bain émotionnel où chacun peut communier avec son prochain en exprimant des émotions flatteuses, comme liker, aimer, pour se conforter, moi, et l'idée que je me fais de moi. Toutefois, comme tout système génère sa face cachée, comme le Dr Jekyll et Mr Hyde, le même individu tolérant et empathique peut devenir un troll et exprimer, protégé par son avatar, son double monstrueux et anonyme, toutes sortes d'émotions inavouables. Jalousie, envie, haine, racisme. Ainsi est faite l'économie psychique que plus l'idéologie communicationnelle nous enjoint à ressentir des émotions positives, plus notre part maudite cherchera des exutoires pour se défouler. Une fois constatée la place occupée par nos émotions aujourd'hui, se pose la question suivante. Comment en sommes-nous arrivés à une telle domination, à une telle emprise de nos émotions sur la vie sociale? D'après la sociologue Eva Illouz, il faut remonter à Sigmund Freud et au tournant psychanalytique.
Pour le père de la psychanalyse, la signification profonde de nos émotions serait et était à chercher dans les expériences de notre passé, particulièrement dans l'enfance. De sorte, et c'est là que ça devient véritablement intéressant, notre intériorité devient un champ d'investigation et d'exploration pour nous-mêmes. Avec la révolution amorcée par Freud, je ne cherche plus à me révéler par des actes, des actions, mais par une enquête, une interrogation sur mon moi profond et enfoui. Ce type de discours, en se démocratisant et en accédant au plus large public, donnera naissance à une vulgate psychologisante au XXe siècle qui est présente dans la presse féminine et dans les livres de développement personnel. Selon cette vulgate, pour espérer changer le monde, il faut d'abord engager un travail sur soi pour apprendre à s'aimer, à s'accepter. La psychologie a enchanté ce qui n'était autrefois pas digne d'intérêt, la vie intime, le quotidien, et il est amusant de noter que cette quête du moi authentique, engagée par la psychologie, prospère au moment où la société de consommation fabrique des identités précaires, fluctuantes, mouvantes, branchées sur l'acte de consommation. Dis-moi ce que tu consommes et je te dirai qui tu es. Mais la contradiction n'est qu'apparente, car le marketing, dont, rappelons-le, Edward Bernays, le neveu de Freud, a été l'un des pionniers, il a lui-même appliqué les acquis de la psychanalyse, notamment sur le rôle de l'inconscient, aux techniques du marketing. Le marketing, donc, vend précisément cette chimère d'un moi authentique. Pour le dire brutalement, là où l'identité est éclatée, le marketing et la publicité se tournent vers les émotions comme fondation instable et illusoire d'une identité introuvable à renégocier sans cesse dans la consommation. Nos émotions sont provoquées, détournées, instrumentalisées afin de nous orienter vers l'acte d'achat. Mais de façon encore plus subtile, elles intéressent aussi le marché économique bien sûr, en tant que consommable, puisqu'on veut leur soutirer une plus-value, comme cela peut être le cas à travers des activités de loisirs et de divertissement qui en mettent plein la vue, offrent des montées puissantes d'adrénaline, le tout filmé, pourquoi pas, en GoPro, pour immortaliser l'instant et fabriquer des souvenirs dans une recherche de faux authentiques. C'est également à une expérience émotionnelle que se livrent des applications qui cherchent à monétiser notre attention, comme Tinder. Sur l'application de rencontre, l'objectif manifeste est de trouver un copain, une copine, voire même l'âme sœur. Mais dans les faits, l'application cherche à nous retenir le plus longtemps possible en substituant à la rencontre réelle le plaisir procuré par la récompense du match. Dans ce jeu d'interaction entre différentes images, profils, la principale marchandise, c'est moi, c'est nous. La personnalité humaine s'est métamorphosée en capital. Je deviens ma propre marchandise émotionnelle, pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Eva Illouz. À coup de selfies, de punchlines, de stories, d'interactions, je construis mon image sociale et me vends comme un produit à des entreprises, les GAFA, qui recueillent mon empreinte numérique et la valorisent en soutirant des profits invisibles pour l'utilisateur. La psychologie a donc permis d'effacer la distinction entre la sphère privée, intime et la sphère publique, de telle sorte que nos émotions sont devenues aujourd'hui de micro-scènes publiques, ouvrant ainsi la voie à la colonisation et à l'exploitation de nos émotions à des fins marchandes. Mais l'influence de la psychologie est allée encore au-delà. Elle a fait également pénétrer l'émotion dans l'imaginaire de l'entreprise en refaçonnant en profondeur la doctrine managériale. Notons par exemple le succès du quotient émotionnel aujourd'hui, qui montre que sur le chemin du succès professionnel, on valorise un certain rapport aux émotions, combinant distanciation, maîtrise et réflexivité. En fait, recul sur soi. Historiquement, le tournant va s'opérer avec le psychologue Elton Mayo durant la deuxième partie des années 1920. Alors qu'avec Charles Taylor et la division scientifique du travail, l'homme n'était considéré que comme un rouage au même titre que la machine, le psychologue Mayo et son équipe ont mis en évidence l'importance et l'impact des facteurs humains et psychologiques au sein de l'entreprise. Mayo découvrit que les problèmes rencontrés au dehors, à la maison, au sein de la cellule familiale, s'invitaient au travail et affectaient la productivité des employés. Mayo en déduisit, et c'était absolument révolutionnaire, que les résistances au travail seraient l'effet d'émotions complexes, de conflits non résolus
auxquels il était nécessaire de prêter attention. Le bon manager depuis Maillot, ce doit être un bon psychologue, à l'écoute de ses équipes. Après la consommation, après le travail, le désenclavement émotionnel, engagé par la psychologie, a aussi gagné le terrain des luttes sociales. Dans le sillage de mai 68, il a conduit à une réappropriation du corps et du désir, provoquant une réévaluation des rapports affectifs et érigeant le moi comme lieu d'émancipation, mais également de l'autonomie. Seulement, l'attention accrue à nos émotions comme ressort intime du moi et de nos aspirations ne présente-t-elle pas des effets délétères d'abord insoupçonnés? En effet, lorsque nos émotions deviennent notre unique boussole intérieure, le narcissisme risque de devenir le seul mode d'affirmation d'un moi incertain, blessé et victimaire, dont le fantasme serait de ne plus sentir, en se réfugiant dans ce que l'écrivain de science-fiction Alain Damasio appelle le techno-cocon, soit cet environnement technologique régressif et infantilisant, ou même le langage émotionnel employé, les émoticônes, est rond et rassurant.